Voilà. Et bien, du coup, rebonsoir à tous. On va démarrer tranquillement ce webinaire. Je vais commencer par me présenter et vous présenter les différents intervenants, puis vous toucher 2-3 petits mots sur les modalités pratiques du webinaire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu qu'il y en a quelques doctorants quand même que j'avais déjà eu le plaisir de voir en entretien. Donc, moi, je m'appelle Marie, je suis psychologue du travail de formation et je travaille au collège doctoral, donc plus précisément au sein du PhD Career Center. Et ma mission principale consiste à accompagner les parcours professionnels des doctorants. Donc, dans ce cadre-là, je vois des doctorants en entretien pour les aider sur toute leur réflexion sur leur projet professionnel, mais ça m'amène aussi à pouvoir animer des ateliers sur des thématiques comme les compétences, par exemple, ou à animer des accompagnements plus longs qui s'appellent Visa pour l'emploi, pour vraiment mettre les doctorants dans des situations de recherche active d'emploi. Et puis, ça m'amène aussi à organiser des webinaires. Et en l'occurrence, moi, je suis chargée de la série de webinaires qui s'appelle les webinaires Connect Working World. Donc, pour vous raconter un peu la naissance de ces webinaires-là, ou en tout cas l'objectif de ces webinaires, c'est vraiment de pouvoir créer du lien entre les doctorants et le monde du travail. Le monde du travail, c'est un monde qui est assez vaste, qui est pluriel. Et donc, on organise plusieurs webinaires tout au long de l'année sur des thématiques différentes. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires sur la page des replays du site PhD Alumni. Et donc, aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème du doctorat et de l'entrepreneuriat, puisque parmi tous les débouchés possibles pour les doctorants, la voie de l'entrepreneuriat est une voie qui est possible, qu'on développe son entreprise en solo ou à plusieurs, en lien avec son projet de recherche ou pas en lien avec son projet de recherche. Toutes les possibilités s'offrent à vous. Et donc, on a voulu aujourd'hui vous proposer de faire un petit tour d'horizon sur cette question de l'entrepreneuriat. Et du coup, on reçoit trois intervenants. On va laisser la parole dans un premier temps à Marion Majou, qui travaille à Pépitosé, donc qui est une structure qui est dédiée aux questions d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Je laisserai Marion vous se présenter plus en détail. Ensuite, Julie Lopez viendra vous expliquer son démarrage d'activité en tant qu'entrepreneur à son compte. Alors, j'ai presque envie de dire entrepreneur solo, mais on n'est jamais vraiment solo quand on est entrepreneur, mais ça, c'est encore une autre question. Et puis, on finira ce webinaire avec l'intervention de Frédéric, qui, lui, a créé son entreprise il y a déjà quelques années, en 2014, une entreprise qui a bien grossi et qui est devenue une petite PME, ou voire une grande PME aujourd'hui. Voilà, comme ça, vous pourrez avoir une vision, j'espère, la plus large possible sur cette thématique de l'entrepreneuriat. Juste en termes de modalités pratiques, vous avez un petit onglet discussion qui est à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de faire du lien. Donc, vos questions sont les bienvenues. On est vraiment dans un mode de webinaire très interactif. Il y a visiblement assez peu de participants aujourd'hui, donc ça va nous permettre de privilégier la qualité des échanges. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Si vous préférez la version orale, vous avez tout à fait le droit aussi d'allumer votre vidéo. Comme ça, on aura le plaisir de voir à qui on parle. On aura le plaisir de vous entendre. C'est évidemment tout à fait possible. Voilà pour faire le tour sur cette petite introduction. Et puis, je vais laisser la parole à Marion, tout simplement, pour qu'elle puisse vous présenter Pépitosé et ses dispositifs.
Très bien, bah, merci Marie. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, bon, super, merci. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit sondage, savoir si vous êtes curieux de l'entrepreneuriat, si vous avez l'intention de créer votre activité un jour. Enfin voilà, savoir un peu ce qui vous a amené à vous inscrire à ce webinaire. Si vous pouvez nous dire dans le chat, ce serait intéressant, je pense, pour Julie, Frédéric, Marie et moi-même. Et pendant ce temps, je vais en profiter pour partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, je ne l'ai pas. Moi non plus. Ah, alors, on va recommencer. Ça valait le coup de tester tout à l'heure. C'est le principe, hein, ça marche toujours dans les répétitions. C'est ça. N'hésitez pas à écrire dans l'onglet discussion si vous êtes sur un projet d'entrepreneuriat, si vous êtes juste curieux, nous expliquer un petit peu où vous en êtes par rapport à cette thématique-là. Ça nous permet aussi, nous, de ajuster notre discours derrière et de pouvoir mettre l'accent en tout cas sur les informations qui sont susceptibles de vous intéresser. Alors, est-ce que cette fois c'est bon? Oui. Ok, super. Je ne sais pas pourquoi je vois plus le chat. Ah oui, voilà. Ah, en plus, on a quelqu'un qui est déjà en parcours entrepreneurial avec Pépite. Donc, Margot, tu vas pouvoir témoigner. Auto-entrepreneur pour le moment en double activité, aussi des formations de conseil. Ok, bon, bah super. Vous êtes déjà des entrepreneurs ou potentiels entrepreneurs aguerris. Et des curieux également. Ok, ben on va commencer. Alors tout d'abord, Pépite, c'est encore un nouvel acronyme, hein, on aime bien ça. Et Pépite, ça veut dire Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Pour info, c'est une structure qui a commencé à Grenoble il y a près d'une vingtaine d'années et le ministère de l'Enseignement supérieur a trouvé que ça marchait assez bien à Grenoble et a proposé de l'essaimer un peu partout en France. Et aujourd'hui, il existe 33 pépites en France, dans les 33 académies de l'Hexagone et aussi outre-mer. Donc, quelques mots d'abord pour vous présenter la mission du Pépite. Donc, l'objectif, c'est donc, on s'adresse à tous les étudiants, du bachelier jusqu'aux jeunes diplômés. Les doctorants sont une population un peu particulière parce que vous n'êtes plus tout à fait des étudiants, vous êtes lancés dans votre parcours entrepreneurial. Pour autant, vous naviguez encore dans le milieu universitaire et vous avez, je pense aussi, vous avez toute votre place dans les activités du Pépite qui ont donc 3 volets. Faire découvrir l'esprit d'entreprendre. Donc, on n'utilise pas le mot entrepreneuriat volontairement. Vous verrez par la suite pourquoi. Vous soutenir dans l'acquisition de compétences. Et pour ce qui concerne les doctorants, c'est notamment de vous montrer qu'en fait, il y a beaucoup de compétences que vous maîtrisez déjà de par le fait que vous êtes doctorant. Et ça peut se faire par des modules de formation. Et l'objectif, c'est de privilégier le learning by doing, c'est-à-dire d'expérimenter les démarches entrepreneuriales. On ne va pas vous proposer des cours magistraux, ce n'est pas du tout le but. D'ailleurs, la plupart des personnes qui contribuent aux pépites ne sont pas des enseignants, sont pour certains d'anciens entrepreneurs, ce qui est mon cas. Et enfin, pour ceux qui souhaiteraient poursuivre, donc juste pour finir sur la découverte, l'objectif, c'est de vous faire découvrir l'esprit d'entreprendre, planter une graine, en fait, si un jour vous avez envie de poursuivre. Et même si vous poursuivez pas, c'est aussi de vous familiariser avec la façon de fonctionner des entrepreneurs, parce qu'il y a de fortes chances qu'un jour dans votre parcours professionnel, vous interagissiez avec des entrepreneurs également. Et enfin, le troisième volet, pour ceux qui souhaiteraient vraiment se lancer, c'est d'accompagner ces initiatives. Et l'objectif, c'est de permettre aux étudiants de pousser leur projet jusqu'au bout sans lâcher leurs études. Donc, il y a notamment ce qu'on appelle le statut étudiant-entrepreneur, j'y reviendrai à la fin, qui est inspiré du statut des athlètes de haut niveau, donc qui permet, par certains aménagements, de combiner
la poursuite d'études et le fait d'être entrepreneur. Et donc, l'objectif, c'est de soutenir les initiatives, la maturation d'idées et de concrétiser le projet. On espère qu'au final, vous créerez, mais c'est aussi d'accepter que parfois, la création n'aboutit pas, mais c'est quand même de tirer les leçons de cette expérience et de voir toutes les compétences qu'on a pu développer en portant ce projet. Julie et Frédéric vous raconteront peut-être que voilà, ils n'en sont peut-être pas à leur premier essai, que parfois on teste, ça ne marche pas, on réessaye autrement. Et je ne vous apprends rien, vous aussi, en tant que doctorant, ça doit être un cas de figure dans lequel vous retrouvez. Donc voilà un petit peu la vocation de Pépite. Je voulais commencer, comme l'heure est un petit peu tardive, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, je voulais commencer par un petit quiz. Le vrai ou faux de l'entrepreneuriat. Alors, vous pouvez répondre dans le chat, ce sera plus interactif. Donc, on a 6 questions qui sont quand même un peu autour des idées reçues sur l'entrepreneuriat. Et si vous voulez intervenir, si vous voulez donner votre point de vue sur ces différentes questions, n'hésitez pas, comme vous l'a indiqué Marie, à prendre la parole. Alors, on va commencer. On va voir si mes animations ont bien fonctionné. Alors, première question. Entreprendre, c'est forcément créer une entreprise. Dites-moi tout dans le chat. Ou intervenez si vous voulez. Faux. Effectivement, puisque en dehors de la création d'entreprise ou de start-up, on peut créer plein d'autres choses, une association, un mouvement, un événement ou se lancer en tant qu'indépendant. Donc, vous êtes déjà des entrepreneurs. Le fait d'avoir choisi la route du doctorat, c'est entreprendre, vraiment, parce que vous portez un projet et sur le long terme. Donc bravo à vous, vous êtes déjà des entrepreneurs. Et par ailleurs, être entrepreneur, ça peut aussi être la reprise d'entreprises existantes pour leur donner de nouvelles directions. On n'est pas obligé de partir d'une page blanche. Alors, deuxième petite question. Entreprendre, c'est forcément avoir une idée de génie. Vous êtes trop fort. Non, effectivement, et il ne faut pas non plus être un génie. Dans la plupart des cas, et je pense que ça, je ne vous apprends rien en vous disant ça, l'innovation, elle est incrémentale, elle est faite de petits pas, de petites améliorations de l'existant qui ne nécessitent pas d'avoir une vision à 10 ou 20 ans. Et par ailleurs, on peut très bien se joindre à quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé d'être le porteur de l'idée initiale pour entreprendre. Ce n'est pas forcément quelque chose de solitaire. Pardon. Alors, troisième petite question. On peut démarrer avec peu d'argent. À votre avis, est-ce qu'il faut forcément être Crésus pour entreprendre? Bon, vous avez tous bien révisé. Hein. Effectivement, bon, soyons clairs, au bout d'un moment, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est indispensable. Parce que même si, par exemple, on parle d'un projet associatif, il y a des coûts associés. Par contre, on n'est pas obligé de le financer de sa poche. Et aujourd'hui, il existe de nombreuses aides. Donc, Pôle emploi est le premier financeur des entrepreneurs en France, en tout cas au démarrage, très souvent. Il existe des bourses, il existe des concours, des prêts d'honneur, du financement participatif qui vous permettent de démarrer à peu de frais. Donc, dire j'ai pas d'argent pour démarrer, ça peut être un faux problème. Entreprendre, c'est être chef d'entreprise. Vrai ou faux, à votre avis? Non. Ah, Aïcha pense que oui. Eh bien, je dirais faux, puisque être chef d'entreprise, oui, c'est être entrepreneur. Mais par contre, vous n'êtes pas obligé d'être chef d'entreprise pour être entrepreneur. En effet, vous pouvez entreprendre en tant qu'indépendant, Judy vous en parlera, auto-entrepreneur, freelance, ou vous associer, ou même être entrepreneur au sein d'une entreprise existante. C'est ce qui s'appelle être intrapreneur. Donc, si l'aspect gestion d'entreprise vous fait peur, il y a plein de moyens d'être entrepreneur sans forcément être chef d'entreprise. Entreprendre, c'est prendre des risques. Vrai ou faux?
Oui, et c'est ça qui est bon d'ailleurs. Parce qu'effectivement, c'est dur de prendre des risques, mais en même temps, s'il n'y avait pas de risque, il n'y aurait pas d'entrepreneuriat puisque c'est le risque qui crée des opportunités. Pour autant, on peut minimiser ce risque en étant accompagné. Toutes les sources de financement dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut être des structures d'accompagnement. Au sein de l'université, vous avez effectivement les pépites, et puis vous, en tant que porteur de projets de recherche, vous avez les SAT qui peuvent être aussi des structures accompagnantes. Donc, on n'est pas obligé d'être seul et on peut, un risque, ça se gère en fait. Il ne s'agit pas de sauter dans le vide. Et dernière petite question, pour entreprendre, pas besoin de maîtriser le marketing et la comptabilité. Effectivement. Alors, c'est vrai que pour entreprendre, on se retrouve à gérer plusieurs casquettes. Il faut être un peu communicant, un peu comptable, un peu commercial. Mais il ne s'agit pas d'être parfait dans tous ces domaines. Pour le coup, c'est vraiment important de trouver les bons partenaires qui vont vous orienter, que ce soit, bon, je prêche pour ma part, les pépites, les pépinières d'entreprise, les incubateurs, mais dans d'autres domaines, ça peut être votre banquier, votre expert comptable, et les structures d'accompagnement peuvent vous aider à vous mettre à niveau en vous formant, en vous donnant des conseils et en vous évitant de commettre certaines erreurs pour faire avancer son projet. Pour autant, c'est vrai que pour être entrepreneur, il faut quand même aimer être un petit peu touche à tout, mais vous n'avez pas besoin de passer votre diplôme d'expert comptable pour devenir entrepreneur. Voilà. À votre avis, est-ce que vous, en tant que doctorant, vous possédez déjà certaines des compétences nécessaires pour devenir entrepreneur? Lesquelles? Si vous voulez prendre la parole en vrai, ça sera chouette, je me sentirai moins seule. Ou dans le chat si vous êtes très timide. Je peux prendre la parole peut-être? Margot, ouais. Je pense déjà en tout cas en tant que doctorant, je trouve qu'on développe beaucoup notre autonomie, notre capacité à prendre des décisions, à démarcher des gens. Enfin, en tout cas, dans la recherche, ça peut être pour des collaborations, pour, je sais pas, besoin d'informations. Et du coup, je pense que c'est des choses qu'on a appris, un peu passer un peu au-delà de la peur de démarcher des gens. Je pense que ça l'est. Et comme je disais, l'autonomie, la capacité de travail, c'est aussi des choses qu'on développe dans cette formation. Tout à fait. Effectivement, quand on fait de la recherche, on est déjà dans une démarche entrepreneuriale. La gestion de projet, c'est essentiel pour mener votre thèse au bout. L'autonomie, comme tu disais, Margot, et la rigueur, être capable de s'adapter et de bien comprendre un sujet, et puis faire preuve de résilience et d'engagement vis-à-vis de son travail. Après, je vais vous parler des dispositifs que propose le Pépite, mais je voulais faire un dernier focus sur les compétences, parce que je pense que c'est vraiment un point souvent qui fait défaut. On en a déjà parlé avec Marie, c'est que vraiment vous possédez une bonne partie de la boîte à outils des entrepreneurs. Ici, c'est un petit extrait d'un MOOC qui va sortir au mois de janvier, qui a été créé par un groupe de travail sur les doctorants et jeunes chercheurs autour justement pour vous faire prendre conscience et faire prendre conscience des compétences que vous possédez et qui peuvent être utiles dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, on retrouve la créativité, l'innovation, la motivation, la communication, donc transmettre et échanger des informations, le travail de groupe et puis la gestion de projet. Donc voilà, en tout cas, ne doutez pas de vos capacités à vous lancer, vous les avez. À votre avis, est-ce qu'il y a d'autres freins que vous avez pu identifier quand vous avez pensé peut-être vous lancer en ce moment? Est-ce que combiner une thèse et un projet entrepreneurial, est-ce que ça vous semble facile ou est-ce que vous identifiez des freins possibles? Moi, c'est aussi pour ça que je viens à ce webinaire, c'est que les freins, ils viennent de l'administration. Donc, peut-être qu'on pourra en parler par la suite, mais en tout cas, cumuler l'entrepreneuriat et la thèse, c'est tout à fait possible. Ça dépend juste du temps qu'on veut allouer, à mon avis, à l'entrepreneuriat, du temps qu'on peut se dégager et un peu de l'urgence peut-être de son projet. J'imagine que quelqu'un qui veut vivre de son projet entrepreneurial, qui est en fin de thèse, va peut-être falloir qu'il charbonne un peu pour
boucler sa soutenance et en même temps lancer son entreprise, mais Ouais. voilà. Faut savoir ce qu'on veut, quoi. Mm. Et Michael qui mentionne la connaissance des différents types de sociétés, la communication, le temps qui manque. Effectivement, tout ça, c'est des freins qui sont souvent mentionnés par les doctorants. Pour moi, le frein, c'est que je ne sais pas par où commencer. Donc, alors là, Aïcha, pour le coup, les structures comme le Pépite peuvent vraiment t'aider à faire un travail sur ce qu'on appelle l'idéation, hein, aller creuser l'idée que tu pourrais travailler. Et ça, si tu as une envie, il ne faut absolument pas rester seul là-dessus. Et c'est vrai qu'on a interrogé les doctorants autour des freins. Le temps, c'est effectivement un frein. Un jeune chercheur, par définition, n'a pas le temps. Et donc, certains des pépites proposent des parcours de formation modulables. Donc, dans le cadre des formations transversales que vous avez à réaliser dans le cadre de votre thèse, certains pépites proposent des parcours de formation liés à l'entrepreneuriat. Il y a aussi la possibilité de participer à des événements de sensibilisation comme celui-ci ou d'autres dont je vais vous parler juste après. Effectivement, l'encadrement, Margot, c'est un bon point. On entend dire jamais mon encadrant ne m'aurait laissé entreprendre. Et donc là, je pense que c'est notre rôle et peut-être le rôle aussi des écoles doctorales de sensibiliser les encadrants et les différentes parties prenantes. J'aimerais juste insister un petit peu sur ce point. Je pense qu'on pourra peut-être en parler plus à la fin. Moi, mes 2 encadrants, ils n'ont aucun problème avec ça. Et mon frein, c'est la personne qui gère les contrats spécifiques de l'université, qui refuse en fait l'entrepreneuriat. Donc, Ok, c'est pas les encadrants. Okay. Non, les encadrants, c'est OK. Ils disent, tant que ton boulot est fait, il n'y a aucun problème. Mais voilà, moi, le frein, il est au-dessus et je n'ai pas trouvé comment le dépasser. Donc, j'aurais peut-être besoin de vous pour ça, quoi. Alors moi, je peux être en lien avec la direction des contrats spécifiques, justement, à l'UGA. Donc, si tu veux, je te propose qu'on prenne rendez-vous après pour en parler. Avec plaisir. Ok, donc quelques mots pour ceux d'entre vous qui se tâtent, on va dire, quelques mots sur ce que le Pépite peut vous proposer, en tout cas pour ce qui concerne Pépite Osée ici à Grenoble. Donc, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet Osée avec la faute d'orthographe, avec le Z, ozver-entrepreneuriat.fr, puisque ce dispositif est accessible à tous. On propose par exemple une fois par mois des apérosés. Ça a lieu là, sur le premier semestre, c'était le premier mardi du mois. Là, ça va être plutôt en fin de mois. Le prochain est le 31 janvier. Et en général, on fait intervenir un entrepreneur local qui parle un peu de son parcours, des bons comme des moins bons moments. Les étudiants entrepreneurs ont l'occasion de pitcher. Et puis, il y a un temps de réseautage par la suite. Donc, c'est plutôt sympa. Un truc spécifique pour vous, les doctorants, c'est une initiative de ce groupe de travail dont je vous parlais juste avant, qui se passe sur Twitch et qui a pour but c'est une série qui s'appelle Quiz and Talk, c'est une série de rendez-vous mensuels qui a lieu en live sur Twitch et qui alterne des interviews d'experts, donc c'est la partie quiz, et puis des témoignages de doctorants entrepreneurs. Donc le prochain a lieu ce jeudi, donc en général c'est entre midi et 2, hein. L'idée c'est d'essayer de lever ce frein du temps. Je vous partagerai les liens d'inscription si ça vous intéresse dans le chat juste après. C'est une nouvelle série qui est plutôt chouette. Le premier épisode a été animé par Mathilde Maillard du média Bien dans ma thèse, que vous connaissez sûrement. Et voilà, donc n'hésitez pas à y participer ou à visionner les replays. Ensuite, là, je vais passer assez vite parce que c'est des dispositifs qui s'adressent, qui ne sont pas spécifiques aux doctorants, mais en octobre, on essaie d'organiser une semaine dédiée à l'entrepreneuriat et à la découverte de ce milieu, avec notamment le Hack à Sens, qui était une nouveauté cette année pour aller chercher le sens profond de son projet. Ça aide dans les moments difficiles de bien connaître ça. Dans les événements à venir, vous avez Projexpo qui a lieu à Ève le 23 mars, qui est une sorte de forum des étudiants entrepreneurs dans lequel les étudiants entrepreneurs de cette année présenteront leurs différents projets, que ce soit des biens, des produits ou des services.
Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Ça se déroule entre midi et 18h. Et puis ensuite, donc, au-delà de la sensibilisation, il y a l'aspect s'initier à la création d'activités. Donc, on propose différents dispositifs. Donc, je vais passer rapidement sur les masteriales parce que, comme le nom l'indique, ça s'adresse aux étudiants en master. Mais voilà, si vous côtoyez des étudiants en master, on a des places encore pour le mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à leur faire circuler l'info. Ça se déroule à Autran, dans le Vercors. C'est très sympa. Et puis, on a l'équivalent pour vous, les doctorants, qui s'appelle la Summer School, qui aura lieu en juillet. Donc là, c'est un regroupement avec tous les doctorants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on organise ça avec le PEPIT de Lyon et celui de Clermont-Ferrand. Et c'est l'occasion de tester l'entrepreneuriat, de se mettre dans la peau d'un entrepreneur pendant 3 jours. Et en sortant un peu de votre cadre habituel, de vous mettre au vert. Vous alliez immersion et puis développement de réseau. Ça peut être, c'est assez sympa. J'en profite, Marion, si oui. tu me permets, pour ajouter que ce n'est pas forcément sur de l'innovation technologique, mais que c'est ouvert vraiment à tout type de projet, ce type d'événement. Oui, tout à fait. C'est de l'innovation. Enfin, déjà, tout type de projet est accepté, mais c'est plutôt des initiatives à impact. Et ça peut être de l'impact social, ça peut être de l'innovation d'usage. Donc, pas de limite en termes de discipline. Hein. Vous pouvez être issu des sciences humaines, par exemple. Enfin, c'est ouvert vraiment à tous. Et justement, l'objectif, c'est aussi de montrer que l'entrepreneuriat n'est pas réservé aux ingénieurs, aux sciences dures. Et puis enfin, pareil, je vais passer assez vite parce que là, ça s'adresse, c'est Campus Création. Là, c'est un peu le même principe, mais sur 3 mois. Et là, c'est dédié aux étudiants de tout niveau. Bon, je ne pense pas que ce soit forcément adapté aux doctorants parce que ça nécessite quand même d'être présent tous les jeudis pendant 3 mois en fin de journée. Donc, c'est peut-être un peu lourd, mais pareil, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis enfin, si vous avez un projet en tête, le PEPIT peut vous accompagner donc, par le biais de ce statut national étudiant-entrepreneur. Il y a différentes périodes de candidature. Vous pouvez candidater au mois de mai, enfin plutôt juin et septembre pour l'année universitaire à suivre. C'était peut-être ton cas, Margot, j'imagine. Et puis, pour prendre le train en route, vous pouvez aussi candidater. Là, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 3 janvier. Et comme je vous disais, le statut étudiant-entrepreneur, le principe, c'est de vous accompagner pour mener votre projet à bout, ou au bout, pardon, pas à bout, justement, avec du tutorat, des ateliers de formation, la possibilité de participer à des concours. Pour ceux qui sont avant, je pense, le doctorat, il y a la possibilité d'avoir des aménagements d'études et puis de faire des substitutions de stages. Voilà, c'est une première structure à laquelle se raccrocher pendant vos études. Voilà, donc pour récapituler, on a tous ces dispositifs. On est une équipe de 10 personnes et on est situé physiquement à la Massy, sur le campus de Saint-Martin-d'Air, qui est la maison de la créativité et de l'innovation. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. On est un peu perdu au 3e étage, mais sous peu, on sera plus visible dans un autre bâtiment avec d'autres services centraux de l'université. Voilà, je vous laisse les coordonnées. Je vais pas prendre plus de temps. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra transmettre le diapo, Marion, si tu es d'accord, aux doctorants qui sont présents ce soir. Tout à fait. Puis je vais vous mettre les liens des dispositifs que j'ai mentionnés. Je vais vous les mettre dans le chat. Ok, super. Bien, merci Marion. Eh bien, je t'en prie. Du coup, Julie, si tu es d'accord, je te propose de prendre le relais et de nous raconter un peu ta vie d'entrepreneuse. Ouais, c'est ça. Donc, bonsoir à tous, à toutes. Je suis très heureuse d'être là. Merci encore, Marie, pour l'invitation. J'ai beaucoup aimé t'écouter, Marion, aussi, sur tout ce que vous faites à Pépite. C'est super chouette. Et moi, donc, oui, je vais vous parler un peu de ma vie. Le cheminement, en fait, je suis passée de doctorante, passée par salariée pour devenir ensuite entrepreneur. Et cette fois-ci, je vais vous parler de mes déclics notamment, et ça peut peut-être faire écho avec vous,
Donc, surtout, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien quand c'est interactif aussi. N'hésitez pas à prendre la parole si vous sentez que vous avez envie de partager quelque chose, poser une question aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin aussi, si vous ne vous sentez pas trop à l'aise de couper la parole comme ça, vous pouvez, en bas dans l'application Zoom, il y a réaction, un petit bonhomme avec un petit plus. Et quand vous cliquez dessus, il y a lever la main. Donc si vous avez besoin de lever la main, comme ça je termine ma phrase et vous pouvez prendre la parole, aucun problème. Et si vous êtes plus à l'aise dans le chat, allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà, donc moi je m'appelle Julie Lopez. J'ai passé ma thèse il y a 3 ans maintenant. C'était une thèse dans le domaine de la microbiologie. Et maintenant je suis coach qui n'a rien à voir avec la microbiologie. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a tout qui est possible dans l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas obligé de rester dans votre domaine particulier. Vous pouvez ouvrir votre champ des possibles. C'est ce que j'ai fait, mais à la base, j'avais une croyance qui me limitait un peu en me disant que je peux forcément, c'est forcément une start-up à la suite de ma thèse, dans le même domaine de ma thèse. Et donc, ça me bloquait aussi à penser à l'entrepreneuriat parce que j'avais cette vision-là de l'entrepreneuriat. Alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est très, très large et vous pouvez faire tout. Absolument tout. Et comme le disait Marion, voilà, on a toutes les compétences pour entreprendre ce qui nous fait vibrer en fait à l'intérieur de nous. Donc, comme j'ai dit, moi j'ai fait une thèse il y a 3 ans en microbiologie et à la fin de ma thèse, je voulais absolument, pour moi c'était sûr, je n'allais pas continuer dans le public, j'allais aller dans le privé. Et donc j'ai créé un réseau autour de ça. Pour l'après-thèse. Et 2 mois après ma thèse, j'ai trouvé un travail dans un laboratoire d'analyse où j'étais responsable technique, où je gérais une dizaine de personnes. Et donc, c'était encore dans la microbiologie. Moi qui voulais un peu m'arrêter pour penser à ce que je voulais faire après, c'était pas vraiment dans les mœurs de s'arrêter. On évite un peu critiquer dans le sens où mais attends, faut que tu trouves quelque chose là tout de suite et tout. Donc on se met un peu la pression. Donc j'ai trouvé tout de suite un boulot 2 mois après. Et pour moi, le Covid est arrivé comme, pas une bénédiction, faut pas aller jusque-là, mais comme quelque chose de positif dans ma vie, parce que ça m'a permis de ralentir et de me rendre compte qu'en fait, j'avais une cause environnementale qui me tenait très, très à cœur et que pendant toutes ces années, j'avais pas du tout pris l'initiative de tourner mon travail dans cette cause-là. Donc, ça m'a un peu interrogée en me disant, je veux préserver l'environnement, mais en fait, dans mon travail, je ne contribue pas. Donc, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire par la suite, après ce travail salarié. Mais je ne savais pas trop. Pour être tout à fait honnête, je pense que comme beaucoup de doctorants, à un moment, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Donc, j'avais cette idée un peu dans ma tête de l'environnement. Et en fait, j'ai suivi pendant mon travail de salariat une formation sur 2 jours, le temps d'un week-end. C'était destiné pour les personnes qui voulaient agir pour l'environnement ou les enjeux sociétaux, mais qui étaient perdus. Bon, je me retrouvais absolument dedans. J'ai fait cette formation. Et c'est là où je me suis rendu compte, on allait voir les valeurs, on allait voir ce qui nous donne de l'énergie au quotidien, que ce soit dans notre travail ou pas forcément dans notre travail. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais faire, c'était rien à voir avec la microbiologie. Moi, j'aimais créer des liens entre les gens, créer des ponts entre des mondes qui peuvent paraître différents et qui ne sont pas si différents que ça au final. Par exemple, pendant ma thèse, j'ai organisé avec d'autres doctorants le forum biotechno. Et en fait, c'est ça qui me plaisait dans le forum, c'était créer du pont entre l'académique et le privé. Donc, cette relation humaine, en fait. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'humains dans les autres formations. Je me suis initiée au débat public avec un programme de l'UGA aussi. Et c'était pareil, avoir du débat public pour pouvoir échanger avec les gens, avoir leur point de vue, pouvoir échanger, etc. Donc, c'est tout tourné autour des valeurs humaines, quoi. Et en fait, la microbiologie, je me suis rendu compte que pour moi, c'était plus un fardeau, même si j'aimais ça. Mais je n'étais pas obligée forcément de faire de la microbio dans ma vie.
c'est pas parce que j'ai fait 8 ans d'études dans la microbio que je suis forcément destinée à faire de la microbio dans ma vie. Et ça m'a libérée. J'ai senti un poids qui s'est défait. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je suis pas obligée de faire ça. Pardon, je participe aussi à l'organisation de ce forum pour cette année. Génial. J'espère que tu vas t'éclater parce que moi, j'ai appris plein de trucs. Et des trucs en plus d'entrepreneur. Donc, c'est super chouette. Bravo à toi. Donc, j'ai un peu perdu mon fil, mais je disais que tu n'étais pas obligée de faire de la microbiologie toute ta vie. J'étais pas obligée de faire, et ça m'a libérée d'un poids, c'est ça. Ça m'a libérée d'un poids. Et après, le champ des possibles était un peu grand. Cette fois-ci, il était très, très, très grand. Et j'étais là, oh punaise, c'est très, très large quand même, mais c'est pas grave. Au final, ça me challengeait. Et donc, j'ai décidé en parallèle de mon travail, le soir, de me refaire un peu un réseau, en fait. Et comme je l'avais déjà fait pendant ma thèse, se reconstruire un réseau, c'est un peu plus facile. On sait comment aborder les gens. Et puis, de toute façon, poser des questions aux personnes pour savoir un peu plus leur métier. Les gens sont contents de parler de leur métier. Donc, c'est une partie de réseautage que je trouve qui est agréable à faire. Je me suis renseignée pour faire du bénévolat. Et en fait, c'est le bénévolat qui m'a conduit à mon dernier déclic. En fait, j'ai été pendant 6 mois bénévole dans une association qui s'appelle Earthship Sisters, qui accompagne des femmes entrepreneurs à vivre de leur projet entrepreneurial à travers des expériences liées avec l'environnement. Et donc, j'ai vécu 6 mois avec elles très intenses. Je vais juste vous donner un exemple. Donc, nous, on est de Grenoble, les montagnes, etc. Et en fait, avec cette association, j'ai vécu, je suis montée sur un voilier, on a fait le trajet Marseille-Corse en voilier, aller-retour. Donc, aller 25 heures et retour 30 heures, quoi. Donc, j'ai bien été malade, je suis bien allée au fond du trou. Et en fait, c'est en allant au fond du trou que là, il y a plein de boue qui sont remontées. Et en fait, ça m'a fait réaliser plein de choses sur moi. J'ai appris à me connaître à ce moment-là. Et être entourée de femmes entrepreneurs, en fait, c'est là où je me suis dit, mais pourquoi pas moi? En fait, je suis comme elles sont comme moi. Donc, c'est là où, pareil, 3e déclic, je me suis dit, mais moi, entrepreneur, mais je peux carrément être entrepreneur, quoi. Et je me suis totalement enlevé cette image de l'entrepreneuriat, forcément une start-up liée à mon domaine d'études. C'était l'entrepreneuriat, mais je peux tout inventer, en fait. Je suis créative, j'ai des idées, j'ai des valeurs, j'ai des ambitions. Je suis entourée de personnes qui m'inspirent énormément. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ces personnes-là pour m'aider. Et donc, voilà, je me suis dit, mais allez, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et moi, je vais à fond dans les choses. Donc, 2 jours après, je me suis inscrite à une formation de coaching pour créer mon entreprise. Parce qu'on ne s'invente pas entrepreneur, même si on a toutes les compétences en nous, il faut arriver à voir clair, à avoir une vision, à comprendre quelles compétences pourra nous aider pour quelle casquette de notre entreprise. Donc voilà, je me suis formée. Vraiment, pour créer mon entreprise, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Donc, premier coaching de ma vie, premier investissement de ma vie. C'est la première fois que j'investissais sur moi, en fait. Pas sur quelque chose de matériel, mais vraiment sur moi-même. Et ça m'a changé, littéralement. Je ne suis plus la même avant et après coaching. Déjà, j'ai la première phase, donc ça c'était en septembre l'année dernière, 2021. La première phase, c'était l'introspection. Et ça, on ne nous apprend pas, en tout cas moi, on ne m'a pas appris, à regarder à l'intérieur de moi et à savoir qui je suis, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie, qu'est-ce qui ne m'apporte pas de l'énergie. Je me suis rendu compte à ce moment-là, j'avais énormément de croyances limitantes, j'avais énormément de conditionnements limitants. J'avais par exemple la croyance que je n'étais pas faite pour être coach, par exemple, qu'il fallait absolument un diplôme. Mais en fait, ma toute première coach m'a dit que le diplôme, en fait, ne fait pas tout. Bien sûr, on peut se former, mais d'abord, il faut expérimenter. Et il faut voir, c'est ton histoire et ton expérience qui va faire ta légitimité. Et ensuite, tu peux te faire former.
mais ce n'est pas une condition pour commencer quelque chose. Tu peux commencer quelque chose et ensuite te former. Et ça m'a, pareil, libérée. Donc, je me suis dit, allez, j'y vais, let's go. Et ensuite, après le coaching, j'ai fait 2 formations. Un sur le cycle féminin, parce que moi, je travaille énormément avec la cyclicité et non la linéarité, parce qu'on nous a beaucoup appris à être linéaire, toujours dans l'expansion, toujours plus, sauf que on s'épuise parce qu'on n'est pas des êtres linéaires, on est des êtres cycliques. On a besoin, à un moment, de se reposer, d'introspecter pour ensuite de nouveau être dans l'action. Et je me suis fait former sur un autre outil de coaching également, avec une deuxième coach, sur tout ce qui est connaissance de soi. Donc, voilà, je n'ai pas attendu ça pour commencer quelque chose. Merci beaucoup, Mickaël. Très beau travail sur soi. Merci beaucoup. Mais j'insiste sur ça parce que c'est tellement libérateur que moi, c'est pour ça aussi j'en ai fait mon métier. C'est que moi, maintenant, mon but et ma mission, c'est d'accompagner toutes les personnes comme vous, mais je raconterai un peu aussi le cheminement après, à d'abord se connaître. Et bien sûr, on se connaît toute une vie, hein, c'est un travail d'une vie, mais construire des bases solides, pour moi, je vois vraiment comme les racines d'un arbre, en fait. Un arbre, il ne peut pas tout de suite pousser en l'air, il a besoin d'abord de travailler ses racines, de bien s'ancrer. Et ça, c'est pour moi tout part de la connaissance de soi, comprendre comment on fonctionne. Et on est tous différents, en fait. Donc, il n'y a pas un seul fonctionnement. Et le coaching, j'aime ça. Pour ça, c'est qu'on ne va pas forcer la personne à faire un même schéma, on l'accompagne sur son chemin à elle. Donc déjà, c'est la première partie. Ensuite, une fois que j'ai potassé tout ça sur moi, là, j'ai commencé à travailler un peu le client idéal, qui à la base n'était pas du tout les doctorants, les docteurs, les postdocs, pas du tout. Je voulais vraiment faire une croix sur le côté sur ma vie d'avant. Mais en fait, ça a évolué évidemment. Et ça, pareil, je rejoins Marie et Marion sur le fait que tout peut changer en fait. Je crois que c'est Marion qui disait ça, il n'y a pas besoin d'avoir une idée fixe. On peut avoir commencé par une idée, mais en fait, moi, mon idée, elle a évolué énormément. Tout ça par les rencontres, par les expériences, par moi aussi mon ressenti par rapport à ce que j'avais mis en place. J'ai vu ce qui avait marché, pas marché, comment moi, je me suis aussi ressentie. J'ai senti à l'intérieur de moi comment ça vibrait ou pas, même si ça marche, mais si à l'intérieur de soi, ça ne vibre pas, des fois, il faut mieux pas insister sur quelque chose. Donc, ça a évolué, et j'ai créé officiellement aux yeux de l'URSSAF mon entreprise le 6 janvier 2021. Ça va faire bientôt 1 an. Et j'ai lancé officiellement mon entreprise à ce moment-là, même si j'ai commencé avant à réfléchir un peu aux fondations. Marion, si l'idée n'évolue pas, c'est louche. Ah ouais, faut pas rester fixé, même si c'est notre idée de cœur, il faut accepter qu'elle évolue parce que nous-mêmes, on évolue, tout simplement. Donc voilà, mon idée a changé. Maintenant, je vais accompagner les anciens moi parce que j'ai été pas mal perdue. On ne nous apprend pas dans le milieu académique, je trouve, assez à nous connaître, à connaître qu'est-ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous, à nous comprendre, à prendre du temps pour nous aussi. On est beaucoup dans le faire, alors qu'en fait, il y a beaucoup de ressources et de trésors à juste être, à laisser venir aussi à soi les messages ou parce qu'en fait, quand je parle de message, c'est pas extérieur qui vient à l'intérieur, c'est de nous-mêmes. En fait, quand on fait le vide à l'intérieur de soi, il y a des choses qu'on n'avait pas soupçonnées qui viennent à l'intérieur de nous. Donc moi, j'accompagne sur tout ça. Alors, Mickaël, visite l'intérieur de la Terre en rectifiant, tu découvriras la pierre cachée. Oh, c'est beau! Merci pour le partage. C'est très joli. C'est très joli. Moi, ça me parle en tout cas. Donc ensuite, j'ai créé mon entreprise et comme je dis, ça a évolué. Hein. Au début, j'ai créé différents accompagnements qui ont fait leur route, leur chemin. En parlant de compétences, j'ai beaucoup communiqué. La communication, ça m'a énormément aidée. On parle de communication orale, écrite. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, on fait la même chose. On communique sur les réseaux, on communique en faisant des lives, des webinaires comme ceci. Voilà, en fait, toutes les compétences qu'on a, et c'est avec vraiment le recul que je me suis dit, mais en fait, j'utilise 90% de mes compétences en tant qu'entrepreneur, parce qu'en fait, quand on est doctorant, on est déjà entrepreneur en soi. C'est juste qu'on les aménage différemment, mais nos ressources sont là, nos compétences, on les a et on peut les adapter à tout.
voilà ce que je voulais dire. En gros, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous avez des belles citations à nous dire comme ça, c'est bon. N'hésitez pas, levez la main. Si vous voulez juste aussi dire un peu vos ressentis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Moi, j'ai vraiment envie aussi de faire passer un message à travers mon histoire. C'est vous inviter à réfléchir sur le pourquoi vous faites ce que vous faites ou le pourquoi vous voulez entreprendre. On nous a beaucoup appris à faire pour avoir quelque chose et ensuite être. Par exemple, je vais faire ça je vais monter mon entreprise. Comme ça, je vais avoir plein d'argent et je vais pouvoir enfin être moi-même. Est-ce que c'est un exemple qui vous parle ou je vais peut-être donner autre chose, mais il y a vraiment ce schéma de faire, ensuite j'ai, et une fois que j'ai ce que j'ai envie d'avoir, bah, enfin je peux être moi, ou je peux enfin avoir ma maison, ou je peux enfin être qui je suis. Et moi, j'avais changé ça. D'abord, être qui vous voulez être déjà, dans votre authenticité, dans votre message. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un post sur la spiritualité. J'en ai marre qu'on camoufle un peu la spiritualité en disant moi, j'aime méditer et je sais que dans mes accompagnements, j'invite la personne, je l'accompagne à méditer. Et ça peut vite faire très peur, le mot méditation, en disant oh là là, elle est perchée celle-là. Mais en fait, c'est pas un gros mot de méditer. C'est juste un état d'être où on prend le temps de respirer, on prend le temps de faire le vide, comme un verre avec de la boue dedans. Si on le remue, à un moment, l'eau, on va jamais l'avoir translucide. Et en fait, le fait de se poser, ça va diminuer, ça va enlever la boue et on va voir plus clair dans le verre. Et en fait, c'est la même chose pour nous. On va se poser, on va voir plus clair en soi. Donc, c'est pas un gros mot de méditer. Et moi, j'ai envie d'être authentique sur ce point-là, de dire je suis quelqu'un qui médite et ça me permet justement d'être au service de mon entreprise. Donc, être dans un état d'être, faire avec justement ce qu'on vibre à l'intérieur de nous, dans notre authenticité, et ensuite, on aura les résultats qu'on a envie d'avoir. Donc, on passe du faire, avoir, être, à être, faire, du bon espace, et ensuite, avoir les résultats qu'on a envie d'avoir. Michael, c'est ce que je pratique, c'est ce qui me permet de surmonter les difficultés qui peuvent se présenter. La méditation, j'imagine, ouais. Moi, je sais que c'est quelque chose au quotidien qui me porte, que j'ai besoin. Alors, ça ne veut pas dire que je médite tous les jours, hein. Ça ne veut pas dire que je médite H24. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps à tirer des cartes, si on va dans la spiritualité, pour savoir prendre mes décisions. C'est juste une connexion un peu plus profonde avec soi-même, en fait. Et surtout, essentiellement, écouter son intérieur. Alors, je vous coupe, j'interviens parce que, effectivement, moi, c'est ce que je pratique aussi. La méditation me permet de me concentrer sur moi-même. Alors, pas forcément dans ma réflexion, mais dans mon intérieur. C'est-à-dire que je pars sur beaucoup ressentir les choses. Alors, j'ai un parcours très atypique, hein. Moi, à l'inverse de vous tous, sans doute, moi, je n'ai pas commencé par mes études puisque je suis âgé aujourd'hui de 52 ans et je suis fonctionnaire, je suis chef d'établissement dans une maison d'arrêt. Je suis rentré dans l'administration pénitentiaire en tant que surveillant et donc je suis rentré avec un brevet des collèges. J'étais un étudiant vraiment médiocre pour qui je n'avais pas du tout d'intérêt dans le cadre des études. Et donc je suis rentré dans cette administration en tant que surveillant. J'y ai travaillé, j'ai passé des concours à l'intérieur de cette administration. Je suis officier, j'étais officier, puis aujourd'hui je suis chef d'établissement. Le Covid m'a permis de surmonter tout ça, c'est-à-dire que j'ai été frappé, comme certains d'entre vous, par cette maladie, et donc j'ai décidé de changer et donc de prendre des responsabilités. Voilà. Et donc la méditation, enfin tout cet épisode de ma vie, à moi, m'a permis de m'investir, de reprendre des études. Alors, j'ai repris des études il y a approximativement une dizaine d'années. Donc, je me suis inscrit en faculté. J'ai passé une licence, une maîtrise, un master. Et puis, donc, aujourd'hui, je suis doctorant. Je devrais soutenir ma thèse donc l'année prochaine. Et donc, je pratique effectivement ce que Julie, tu dis très, très, très bien. C'est vraiment la méditation pour être effectivement soi-même.
L'argent, effectivement, c'est un objectif qui est vraiment secondaire, voire peut-être même plus loin. Ça veut dire avoir du plaisir dans son travail, comme j'en ai à écrire, par exemple, ma thèse. Il faut que ce soit quelque chose qui fasse vraiment plaisir. Si c'est pour aller au travail, effectivement, et ressentir des contraintes ou des douleurs intérieures, à ce moment-là, il faut changer de profession et changer d'orientation, je pense. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup pour ton témoignage, ton intervention. Et je disais tout à l'heure que dans l'état où je peux justement avoir une connexion avec moi, avec ce que j'ai envie, mes besoins, mes valeurs, et les aligner par rapport à mon entreprise et à ma vie, j'ai dit être au service de mon entreprise. C'est vrai. Parce que si je suis dans un état pas forcément aligné, mon entreprise ne va pas s'expandre par rapport à qui je suis. Mais surtout, le but pour moi d'être un entrepreneur, c'est cette liberté. Et mon but, c'est que mon entreprise soit à mon service aussi. C'est que je ne sois pas en mode burn-out pour que absolument mon entreprise marche. C'est qu'à un moment, aussi, c'est un échange en fait. Votre entreprise, c'est une entité à part entière. C'est pas vous n'êtes pas votre entreprise. C'est vous créez quelque chose qui est à votre service, à service de votre vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'autoriser aussi à ce qu'ils changent, pour que si à un moment, il devient trop difficile pour vous d'assurer votre entreprise, il y a peut-être quelque chose à changer pour le réajuster afin qu'il soit bénéfique pour vous et oui, aussi pour les autres, mais d'abord aussi pour vous. C'est quand même vous le créateur de cette entreprise. Je voulais terminer. Quelqu'un veut intervenir ou je peux présenter un peu ce que je fais parce que là, ça reste un peu abstrait. Ou peut-être que vous me posez la question après. Mais... Donc moi, par exemple, par rapport à cette notion-là de connexion à soi et d'être au service de son entreprise et inversement, moi, je sais que j'ai monté un programme en fait en 6 étapes, en quelque sorte, où en fait, la première chose que je vous invite à faire dans mon programme, c'est revenir dans votre corps. Et ça s'apprend. C'est pas forcément quelque chose qu'on a inné parce qu'on nous a pas appris encore une fois. Et ça, c'est pas grave. Hein. On est en relation tout le temps avec notre corps. C'est juste pour remettre de la conscience là-dedans. Donc ça, j'accompagne dans un retour dans son corps pour comprendre les messages qu'il a à nous dire. Par exemple, moi, ça fait 1 semaine que je suis malade. Je sais que son message, c'est à un moment, tu vas t'arrêter, là, Julie. Donc, j'attends les 2 dernières semaines de décembre pour pouvoir me reposer parce que évidemment comme tout le monde on a des tâches à faire, des réunions encore, donc moi j'ai allégé tout ce que je pouvais alléger entre guillemets et être là pour les moments importants, mais je sais que mon corps me parle là et me dit à un moment calme-toi, donc ça me permet d'ajuster mes actions aussi par rapport à ça. Je finis Frédéric et après je réponds à tes questions. Ensuite, la deuxième étape dans laquelle je guide, c'est observer comment vous fonctionnez. Comme je vous ai dit, on est des êtres cycliques avec des fonctionnements tous différents. Et en fait, l'observation sans jugement est une étape primordiale pour moi, pour nous-mêmes et pour notre entreprise. Et ça sur de long terme, parce qu'on vit toute notre vie avec nous-mêmes. La troisième étape, c'est vraiment se remémorer tout ce qu'on a accompli pour se redonner de la confiance, en fait. Confiance en soi à travers toutes nos forces, que ce soit nos talents, nos dons, nos compétences, nos réseaux. Tout ça, quand on a des moments dans l'entreprise, on a forcément des moments de down, un peu plus, ou des moments où on se pose des questions, des moments où on doute. Et c'est important d'apprendre par soi-même à se reconnecter à ces sources intérieures qu'on a. Donc, c'est la troisième étape, de faire ça en autonomie. La quatrième étape, c'est de te détacher du regard des autres. Parce que souvent, surtout en tant qu'entrepreneur, on a cette tendance à se comparer à l'autre, à dire « ouais, mais l'autre, il fait mieux, moi, je ne vais jamais y arriver, et puis, de toute façon, on va m'en empêcher. » Par exemple, moi, quand j'ai dit que je quittais la microbiologie après 8 ans, même 10 ans avec le salariat, mon père, il m'a regardé avec des gros yeux, il m'a dit « mais tu as fait tout ça pour rien ?» Et j'ai dit, mais non, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, le regard des autres, et je parle surtout de l'entourage, peut impacter aussi notre envie d'aller dans l'entrepreneuriat ou de continuer une entreprise par rapport au regard des autres. Ça peut arriver. Moi, ça m'a permis justement de bien m'ancrer, de travailler bien mes racines pour me dire, mais en fait,
Mon père, c'est juste qu'il a peur, mais ça ne remet pas en question ma valeur et mon envie d'entreprendre. La 5e étape, c'est aller au-delà de vos peurs, parce qu'on a tous des peurs et c'est humain. Et peut-être qu'on a une vision trop négative de la peur, alors qu'en fait, ça peut être une alliée pour nous pousser à sortir de notre zone de confort et à grandir. Et la dernière étape, c'est poser ses limites et prendre des décisions avec responsabilité. Et la responsabilité, pour moi, j'adore le mot en anglais parce que c'est responsibility. Donc, c'est ta capacité à répondre d'un événement. Donc, vous êtes totalement capable de répondre à n'importe quel événement. Et donc, ça, il faut poser ses limites, son cadre. Et d'abord, avant de le poser aux autres, il faut se le poser d'abord à soi. Donc, il faut se connaître soi. Donc, tout est en lien, en fait, dans ce que je fais. Frédéric, après 2 ans, arrivez-vous à vivre confortablement votre métier et votre passion? J'aime bien cette question, merci beaucoup. Alors, actuellement, non, j'ai le chômage qui m'aide. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément une course au succès. Comme j'ai dit, et c'est ma vision, donc évidemment, elle est acceptable ou perceptible pour certaines personnes ou non. Mais pour moi, c'est une entité. Mon entreprise, ça ne fait pas partie de moi. Donc, elle a sa propre vitesse. Évidemment, je donne tout pour qu'elle marche sans m'épuiser. J'ai plein de collaborations qui se mettent en place, n'est-ce pas, Marion? On a un petit projet qui se met en place avec l'UGA potentiellement. Je donne tout pour mon entreprise, mais je ne peux pas forcer mon entreprise à aller plus vite que la lumière, à lui mettre la pression de il faut que tu marches, parce que moi aussi, ça me fait la pression. C'est juste à un moment, c'est une entité qui a sa vitesse. Je ne connais pas sa vitesse, mais moi, le seul contrôle que je peux avoir dessus, c'est moi et mes actions. Ensuite, j'avais, et ça, je pense que c'est aussi important que j'en parle, c'est moi, j'avais une vision, une croyance que si ça ne marchait pas avant la fin, si je n'avais pas d'argent avant la fin de mon chômage, par exemple, donc ça, j'ai encore un peu de chômage, si ça ne marche pas avant la fin de mon chômage, et que je dois revenir en salariat, j'aurais raté. C'est fini. Je suis nulle, je ne suis pas capable. Alors que non, ce n'est pas un échec. Si vous reprenez, c'est la mentalité, c'est la nouvelle croyance que je me suis faite, c'est si je reprends un boulot de salarié à côté, c'est que ça veut dire que je donne toutes les possibilités à mon entreprise de marcher. Parce que je veux que mon entreprise, elle marche sur du long terme. Donc, si avant la fin de mes droits de chômage, j'ai pas j'ai pas de retour financier suffisant pour pouvoir vivre, c'est pas grave. Je ne me mets pas un poids, je ne me mets pas une lourdeur en plus, en sachant que je vais reprendre un boulot pour combler. C'est juste que j'aime tellement mon entreprise que je veux lui donner toutes les chances pour y arriver. Donc, si pendant un temps, il faut que je retravaille à côté, c'est OK. Voilà. Super. Merci Julie pour ton beau témoignage et pour le partage de ton parcours. Frédéric, du coup, je vous propose de prendre le relais avec un parcours complètement différent. Mais on l'a vu et on ne cessera de le dire, l'entrepreneuriat a des visages multiples. Tout à fait. Donc, bonjour à tous, je suis Frédéric Prochaska, j'ai 52 ans, comme Michael. J'ai eu un parcours universitaire tout à fait classique, avec des études au Mans, avec un doctorat au Mans sur les polymères, les matières plastiques en général, et puis un post-doc aux États-Unis, surtout pour voir du pays, pas forcément pour se faire un CV important, sauf que ça compte, évidemment, une fois qu'on veut rentrer à l'université. Donc, moi, je rentre à l'université de Saint-Étienne en 2000, donc il y a 22 ans maintenant, ça commence à dater. Et puis, je fais une carrière très classique on arrive maître de conf, on est submergé par l'enseignement parce qu'on n'en a pas fait beaucoup. Et puis, on se retrouve à faire des heures toutes les semaines en essayant de rattraper le temps parce qu'on n'a pas le cours de près de la semaine d'après, etc. Et puis, en démarrant aussi un peu de recherche pour pouvoir évoluer dans l'université, pouvoir diriger des masters et diriger des thèses à un moment donné. Donc, tout se déroule assez normalement,
sans vraiment de stress et avec un chemin tout tracé. Et puis en 2007, donc au bout de 7 ans, vous voyez, je passe ce qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches. Donc ça, c'est quand vous êtes maître de conf et vous ne voulez plus avoir de chef au-dessus de vous qui va vous dire sur quoi on va travailler. Donc, avec l'HDR, on devient autonome et puis on peut décider un peu de ce qu'on veut faire du reste de sa carrière. Et moi, je choisis, dans le monde des matières plastiques, de travailler plutôt sur des plastiques sympas et notamment ceux qui se dissolvent dans l'eau, qui n'ont pas besoin de solvants spécifiques pour aller chercher des propriétés un peu complexes, etc., des manips complexes avec des solvants que vous n'avez pas envie de respirer longtemps. Donc, je fais une petite biblio assez simple et puis je tombe, je vous la fais courte, sur les protéines de lait qu'on appelle la caséine, qui ont l'air d'être plutôt sympathiques parce que dans la biblio, finalement, on met des caséines en solution dans de l'eau, on laisse évaporer sur une boîte de pétri et puis 2 jours après, on revient, on a un petit film plutôt souple, etc. Mais moi, mon labo, il travaille beaucoup sur la plasturgie avec des machines pour faire des petits granulés, des machines pour faire du film, des machines pour injecter des matières plastiques. Et je me dis, ça serait bien si finalement j'arrivais à faire une matière plastique biosourcée, c'est-à-dire qui vient du lait de la vache, biodégradable qui va être mangé par les petites bactéries et même hydrosoluble qui va disparaître dans l'eau. Avec en tête le petit objet que vous connaissez sans doute, la pastille de la vaisselle qui est emballée dans un film qui vient du pétrole, qui n'est pas très sain, qui ne se dégrade pas du tout malgré sa disparition. Et je pars là-dessus avec une coïncidence assez exceptionnelle. C'est qu'au moment où je pense à ça, juste après mon HDR en 2007, je découvre qu'un de mes collègues ingénieurs au labo a fait son master 5-6 ans avant sur cette protéine en essayant de faire des étiquettes de fromage avec cette protéine. Parce que, par exemple, le comté et d'autres fromages d'appellation contrôlée sont obligés par la loi d'avoir des étiquettes faites en protéines de lait avec une vieille méthode ancestrale. Et lui avait essayé de faire ça en extrudeuse sans succès, etc. Et moi, naïvement, je lui dis, si on se remet tous les deux, parce que je découvre qu'il a fait ça en même temps, il y a quelques années avant, on se dit, si tu veux, on n'a qu'à essayer, la techno a bien évolué, les appareils ont peut-être changé, donc on peut s'y remettre, etc. Et on se met à travailler tous les deux, 2007, et on a des résultats qui sont plutôt sympas, avec une matière plastique assez sympa, une odeur un peu particulière, ça se dissout bien dans l'eau, on peut y mettre des colorants, des pigments, on peut en faire vraiment... On commence à faire des films, des sacs plastiques pour s'amuser vraiment dans le début de cette aventure, c'est d'essayer de prouver à nos collègues qu'on est en train de faire une matière plastique issue du pétrole, etc. et les bluffer pour les bluffer et leur montrer que pas du tout, c'était une protéine de lait. Et puis à un moment donné, on se dit, mais finalement, ce serait peut-être pas mal d'en faire quelque chose de sérieux. Il nous faudrait une machine qui fait de la bulle de plastique, comme la méthode pour faire des sacs de caisse ou des sacs poubelles, vous voyez un peu. Et puis, on se détourne vers l'université de Lyon dans son ensemble. Vous savez, on a regroupé Saint-Étienne, Lyon, plusieurs universités. Et on leur dit, nous, on aimerait bien avoir 50 000 € pour acheter une machine et puis pouvoir un peu développer notre film, etc. Et là, c'était le début des SAT, le début de Pulsalis, ce qui ne s'appelait pas encore comme ça, qui nous disent, oui, pourquoi pas, mais est-ce que votre petit polymère, là, il est brevetable? Donc, alors, je réponds tout de suite à Duhem sur le temps pris pour d'en arriver à un prototype. Je dirais en 6 mois. En une année, on a trouvé le déclic, le truc qu'il fallait faire, que les autres n'avaient pas fait sans doute, en jouant sur le plastifiant, en jouant sur les vitesses de rotation des machines. Je vous la fais courte. Mais on sort tout de suite quelque chose qu'on voit qui peut se transformer. Et là, on se dit, il y a quelque chose, donc on y va. Par contre, on est hors thématique du laboratoire, on n'a pas de financement propre, donc on boutique avec trouver de l'argent pour acheter de la protéine de lait.
Et dans les labos, hein, on fait chose commune sur les financements, mais aller hors des thématiques, c'est un peu compliqué. Donc, on se fait envoyer gratuitement, c'est Lactalis qui produisait des kilos en fait, qui donnait des échantillons pour que les gens essayent des nouvelles recettes de cuisine, etc. Et ils en donnaient 1 kilo par demande. Et nous, on a fait 6 ou 7 fausses adresses email pour récupérer, parce qu'il nous fallait au moins 6 ou 7 kilos à chaque fois de matière pour faire des essais, avant d'avoir des sous. C'est comme ça qu'on a fait nos premiers prototypes. Et donc, on a été voir Pulsalis qui nous a dit, très bien pour la machine, mais il faudrait vous protéger, il faudrait écrire un brevet. Alors, pour un universitaire, le brevet, ce n'est pas ce qu'il met le plus en valeur. Nous, on préfère avoir des publications scientifiques, des choses un peu plus concrètes qui font avancer notre carrière. Mais on s'est dit, bon, ben, quand même, ça vaut peut-être le coup de faire un brevet pour avoir ces 50 000 € pour pouvoir avoir la machine. Donc, on s'embrouille un peu avec les avocats, parce que là, on a affaire à des gens qui ne parlent pas du tout science et puis qui parlent surtout avec des adjectifs et des mots assez différents de nous. Donc, ce n'était pas toujours facile, mais on a poussé le truc pour y aller. Et puis, évidemment, une fois qu'on a un brevet, on a notre machine, donc on est tout heureux, on fait des belles bulles. Là, on commence à faire des choses assez sérieuses, quelques publications. Comme on montre que c'est possible, on a un financement de thèse qui arrive par le ministère, donc on prend une première thésarde, puis une deuxième, puis une troisième, et puis en 2010, la valorisation de l'université dit ce serait pas mal quand même d'essayer de le vendre à un industriel, etc., pour que ça rapporte un peu à l'université. Et donc, je fais les tours des industriels de la plasturgie. À Saint-Étienne, autour de Saint-Étienne, il y a vraiment tout, en Haute-Loire, toutes les grosses industries du film plastique. Donc, je vais les voir, ils disent, oui, on peut faire des essais avec vous, mais il nous faut 500 kilos ou 1 tonne de granulés. Nous, on tournait à 2 ou 3 kilos de l'heure. Donc, évidemment, c'était impossible pour nous. Mais on a des touches, on a des petits essais, des choses comme ça, des petits contrats sur ce qu'on pouvait faire avec. Et puis, un jour, je me tourne vers la SAT de Lyon et je leur dis, à un moment donné, ça ne va pas faire avec les industriels. Par contre, si vous trouvez un entrepreneur qui est prêt à se lancer, nous, avec mon collègue, on est prêt à l'aider. Et puis, mais pas du tout de fibre créée moi-même ou mon collègue, pareil, c'était plutôt aider quelqu'un. Et puis, je rencontre une première personne qui est Fabrice Plasson, qui a créé une boîte. Donc là, on est plutôt en 2012, qui a créé une boîte de son côté sur la dépollution des eaux de refroidissement des centrales nucléaires par des amibes, des organismes vivants, etc. Et il me dit, ouais, ça m'intéresse, mais je suis vraiment débordé, je suis en pleine levée de fonds. Je vais revenir après sur les levées de fonds. Et il me dit, par contre, si je rencontre quelqu'un, pourquoi pas, on pourrait en parler, etc. Et justement, 2 ans après, 1 an et demi, 2 ans après, il rencontre Marie-Hélène Grammatikoff, qui est la cofondatrice de la société Lactifs, dont je vais vous parler maintenant, qui vient me voir. On se rencontre le 3 janvier, je crois, 2014, juste après Noël et puis le jour de l'an. Et l'université est fermée, mais comme elle a l'air intéressée, je lui fais visiter le labo en off, les essais qu'on a faits, les films, je lui présente un peu tout. Et elle dit, laisse-moi un peu de temps, que je regarde ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut vendre. Vous voyez, la partie business qu'on peut faire avec une nouvelle matière plastique. Et 2014, on est un peu encore loin des matériaux biosourcés, de remplacer les plastiques, etc. Donc, on est un peu en avance sur notre temps et elle se dit, ouais, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'argent. Donc, on s'est dit, avec mon premier associé, Fabrice Plasson, qui m'avait mis en contact avec elle, on se dit, tous les trois, on n'a qu'à faire une petite entreprise et puis on verra ce que ça donne. Donc, il faut demander, évidemment, la permission à l'université qui fait un contrat avec nous trois qui venons de créer une entreprise. Alors, pour créer une entreprise, on met chacun un peu d'argent. Pour être transparent, on a mis à peu près 10 000 € chacun dans l'entreprise. Et puis, on a un peu changé après parce qu'il fallait quand même que la directrice, qui est devenue Marie-Hélène Grammatikoff, ait une certaine majorité pour pouvoir après discuter avec les financiers. Donc, on se repartage un peu les sommes. Et puis, on signe un contrat avec l'université sur des royalties, des choses comme ça. Comme ça, ça s'est posé.
Et puis, on peut démarrer. Alors, comment on démarre? On n'a rien. On ne touche surtout pas à l'argent qu'on a mis dans la société, mais automatiquement, ça déclenche un prêt, généralement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des banques, les banques d'entrepreneurs, etc., qui disent votre société, vous avez mis 50 000 euros, nous, on vous prête 50 000 euros, juste pour voir, un peu comme ça. Donc, 50 000 euros, c'est pas mal, mais du coup, il faut un salaire à la dirigeante, en fait, parce qu'elle va passer tout son temps à essayer de développer, etc. Donc, ça sert surtout à ça. On prend pas de matériel, pas de locaux, etc. Donc, on fait un petit contrat avec l'université qui dit est-ce qu'on peut utiliser, quand c'est libre, les machines du labo, etc. Alors, évidemment, moi, j'ai la double casquette parce que je travaille dans le labo et je fais partie de l'entreprise qui va un peu se servir du matériel de labo. Donc, tout ça, c'est très transparent et très variable avec l'université, c'est-à-dire que de temps en temps, on paye une petite prestation à l'université pour marquer le coup. On fait 2 jours de manip, on donne 1 000 euros, et puis après, on fait une semaine de manip, on ne donne rien. Enfin, vous voyez, c'était assez clairement une grosse confiance entre le labo et moi, surtout, puisque je fais mes propres manips dans le labo, finalement, pour une entreprise extérieure, mais qui est liée à l'université. Tout ça est assez imbriqué. Et puis, au bout d'un moment, il faut trouver un peu plus d'argent, et on fait un concours qui s'appelle le iLab, donc un concours national du ministère de la Recherche où tout le monde peut postuler, le particulier, le chercheur, l'entrepreneur, etc. Amener une idée, puis il y a un jury régional, un jury national qui délibère et qui donne quelques financements. On arrive la première année, donc on a créé la boîte en avril 2014 et le premier concours régional, il est en mai 2014, donc un mois après. Autant vous dire qu'on a beau avoir travaillé, on s'est fait bouler parce qu'il manquait un business plan, il manquait l'avenir de la société, comment on allait gérer tout ça. Donc, on est un peu déçus, mais on continue avec des petites subventions. Il y a Saint-Étienne Métropole qui donne une subvention, ce qui permet encore une fois d'acheter la matière première et de payer la dirigeante, pas beaucoup, mais qui s'était bien débrouillée dans son dernier job, donc ça allait. Et puis l'année d'après, on repostule au concours iLab, et là, on gagne le grand prix du jury national avec une subvention de 250 000 euros. Donc 250 000 euros, on commence à pouvoir faire des choses. Entre-temps, l'année qui s'est écoulée, on avait récupéré une vieille extrudeuse, donc une vieille machine de plasturgie. Saint-Étienne Métropole nous avait donné un local brut de décoffrage qu'il a fallu réaménager, etc. Mais on pouvait faire nos premiers essais, etc. Alors à ce moment-là, il faut trouver de la main-d'œuvre quand même, parce qu'il y a des choses à faire. Il faut pouvoir alimenter, faire des essais, etc. Donc la main-d'œuvre, c'est les étudiants de la fac. Les étudiants que j'ai en licence, j'en prends des stages pas payés, 2 ou 3 pour faire des manips. Des masters qui, eux, en alternance, il faut un peu les payer quand même. Donc, on fait comme ça. Et beaucoup d'étudiants de nos masters et de nos licences à la fac à Saint-Étienne ont un peu aidé à l'Actips à leur échelle, etc. Et puis, on se développe jusqu'à ce moment où on a iLab, le concours, avec nos 250 000 euros. Et là, on voit arriver ce qu'on appelle des investisseurs qui disent c'est pas mal votre boîte, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez besoin d'argent, etc. Et c'est là que tout bascule, parce qu'à partir du moment où vous faites… Alors, là-dessus, une fois qu'on a créé l'entreprise, moi, je suis toujours universitaire, je suis toujours maître de conférence, et il y a un statut qui s'appelle le concours scientifique, il y a un statut national qui permet de travailler à 20% de son temps dans une entreprise privée sans perte de salaire à l'université. D'accord ? Je fais toujours mon enseignement normal. J'ai le droit une journée par semaine d'aller, 20%, d'aller dans l'entreprise et les aider. Après, c'est très compliqué à maintenir ce statut, donc c'est plutôt une confiance qu'on me fait de ne pas passer tout mon temps dans la start-up, mais de faire aussi… de continuer mes enseignements, etc. Donc, ça se passe plutôt bien parce que la présidence de l'université est très bienveillante. L'entreprise ne me demande pas trop de boulot.
Donc, tout ça tourne assez bien. Et donc, je vous disais, au concours iLab, au ministère de la Recherche, où on va chercher notre décoration, enfin, oui, notre récompense, on commence à discuter avec beaucoup d'investisseurs qui disent « Ah, nous, ça nous intéresse, c'est exactement ce qu'on veut chercher, etc. » Et il y a des tas de négociations pour faire rentrer un gros paquet d'argent pour pouvoir développer vite l'entreprise. Donc là, on fait une levée de fonds, ce qu'on appelle, auprès de 2 investisseurs, Demeter et Emertech, qui sont des fonds nationaux, etc. Et on lève 1 200 000 €. Donc, il y a 2 fonds d'investissement qui mettent 1 million sur une idée, hein, parce que les prototypes qu'on leur montre, c'est des petits bouts de film qui font 2 mètres de long, 3 mètres de large, enfin bien moins que ça même, 2 mètres de long, 50 cm de large, des petits granulés qu'on fait à façon de petites... et puis des petites vidéos pour voir que si on fait un putsch ou on enrobe une tablette de lave-vaisselle, notre film il se défait bien, etc. Donc, on est avec ces gens-là qui discutent et puis au 22 décembre, je crois, juste 2016, voilà, puisque c'est 2 ans après la création, je reçois une photo de mon associé qui m'envoie le compte bancaire avec 1 200 000 € dessus sur le RIB, qui était plutôt pas mal. Mais du coup, évidemment, derrière, les investisseurs ont pris 30% de la société. Et on n'a rien sans rien, donc on cède une partie de notre société, mais sans que ces gens-là aient une majorité pour prendre les décisions, etc. On est toujours décisionnaire. La dirigeante a une majorité, enfin à 3, on a une majorité aussi, on peut toujours gouverner la matière. Et puis là, avec cet argent, eh bien, il faut recruter des chercheurs, enfin des gens à temps plein, il faut recruter des commerciaux, il faut recruter quelqu'un qui va s'occuper des ressources humaines, des choses comme ça, parce qu'il faut faire vivre la boîte et puis surtout sortir des échantillons, sortir des preuves de concept. Et puis, moi, la chose auquel je ne m'attendais pas, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait une levée de fonds, vous prévoyez celle d'après qui va vous porter avec tout le matériel qu'il faut, etc. Donc, c'est surtout le job de la présidente, de mon associé, d'aller chercher, de faire connaître par des fonds d'investissement, par des grands groupes, et puis surtout trouver des clients qui sont intéressés par cette technologie et en faire quelque chose. Donc, on va voir les gens qui s'occupent de la détergence, que ce soit en France ou à l'étranger, etc., ou qui ont des tas d'idées, parce que nous, on en avait des tas d'idées à faire, des titres golf qui vont être hydrosolubles, qui vont partir tout de suite, des emballages à usage unique pour des colorants, des choses comme ça, vraiment beaucoup d'idées. Mais il faut les convaincre et puis il faut qu'eux soient convaincus qu'on va pouvoir produire suffisamment pour qu'ils lancent une nouvelle gamme, etc. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Moi, je ne m'attendais pas à des choses comme ça. Je pensais que quand on arrivait avec une innovation, tout le monde allait être fou, les premiers à commercialiser, etc. Mais non, les grosses entreprises ont du mal à changer leurs habitudes, les produits qui marchent, etc. On ne peut pas faire d'innovation tant que ce n'est pas obligé, en fait. On a eu la chance, justement, dans ces années-là, d'avoir toutes ces lois même qui sont sorties sur le plastique à usage unique, sur la dégradation, la pollution, etc. Donc, on a beaucoup surfé là-dessus. On le fait toujours, il y a beaucoup plus de gens dans la commune, mais on est arrivé donc on est en 2016, on a fait notre levée de fonds, et en 2018, 2 ans après, il nous faut encore de l'argent, puisque on a une vingtaine de salariés qui vivent à temps plein chez Lactips, et puis qu'il faut payer, etc. Donc, on refait une levée de fonds de 3 millions d'euros. Donc, les historiques, les premiers fonds remettent chacun 1 million, et la société BASF, le plus grand chimiste mondial, met 1 million dans Lactips. Alors, Lactips, si vous regardez, c'est l'anagramme de plastique, d'accord, avec une racine lacte pour la racine du lait, lactose, des choses comme ça. Et comment on a trouvé ce nom? J'aime bien raconter l'histoire, parce qu'on était donc 3 associés
tous les 3 mariés, et on a fait un concours de trouver un nom pour la société. On était donc 6 à proposer un nom, donc 6 noms proposés, et l'actif, c'était le nom qu'a proposé mon épouse à l'époque. Donc maintenant, évidemment, elle dit que c'est grâce à elle, tout ça, mais finalement, elle a juste proposé un nom pas trop mal, vous voyez. Elle en tire toute la responsabilité. Enfin bref, on fait notre levée de fonds et BASF s'engage à nous aider sur la détergence. Et là, je tombe aussi sur les premiers constats que BASF a un fonds d'investissement. Ils ont à peu près 200 millions d'euros par an à mettre dans des startups dans toute l'Europe ou même dans le monde. 200 millions, ça paraît beaucoup, mais leur business unit qui fait la détergence, tout ce que vous pouvez imaginer de détergence, que ce soit la lessive, les assouplissants, les tablettes de lave-vaisselle, tout ce qui nettoie quelque chose, c'est BASF. Ils ont 80% de marché. Cette business unit-là, chez BASF, elle pèse 35 milliards d'euros. Donc, autant dire que leurs petits copains qui mettent 200 millions, qui mettent des millions dans des petites startups, ils s'en foutent. Et que ça a pris tellement de temps qu'on était obligé à un moment donné d'arrêter de travailler avec BASF parce qu'ils n'avancent pas à la vitesse dont nous, on a besoin d'avancer. Vous voyez, donc déjà, il y a des choses qui sont un peu compliquées à avaler parce qu'un jour, on a l'impression que c'est bon, on a touché le Graal, on va pouvoir se développer et faire ce qu'on a vraiment envie, remettre du biosourcé, du biodégradable dans de la chimie pas très sympa. Et finalement, on s'aperçoit que ça ne va pas être si simple que ça. Mais on continue. On est à peu près à cette époque-là à 35-40 salariés. Et du coup, à chaque fois qu'on fait une levée de fonds, on est autant. On dure 2 ans généralement parce que vous avez toutes les charges sociales, les machines qu'on achète avec des emprunts, etc. Donc, il faut rembourser beaucoup d'argent tous les mois. C'est le jeu. Moi, je ne connaissais pas, j'ai appris à vivre avec. Et puis en 2020, crise du Covid, et il faut, notre étape d'après, c'était construire une vraie usine pour pouvoir produire en grande quantité, etc. Alors, tout pendant ce temps-là, on a quand même quelques petites ventes, on a des séries qui sont commercialisées, etc. Donc, on amorce quelque chose. Donc, ça marche encore pour des investisseurs qui se disent « Ah oui, ça commence à décoller, peut-être que ça va marcher ». Là, on fait une levée de fonds de 13 millions d'euros. Donc 10 millions de la BPI. La BPI, c'est la Banque publique d'investissement. C'est l'État, en fait, l'État français qui investit dans des boîtes. Ils mettent 10 millions. Les anciens investisseurs remettent un peu des sous. Et puis là, on a vraiment une marge de manœuvre un peu plus importante avec beaucoup d'argent. On construit l'usine, on achète des machines neuves, etc. pour se lancer. Les commandes commencent à arriver, mais ça reste nettement insuffisant pour être à l'équilibre financier. Donc, mais vous voyez, il s'est déroulé qu'entre 2014 et 2020, il s'est déroulé que 6 ans et on a une usine de 6000 m² avec des machines, une R&D très performante avec beaucoup de choses, des commerciaux, des chefs de projet, beaucoup de choses qui s'est développées, tout ça en 6 ans. Ce qui ne serait pas forcément possible en partant d'une économie assez simple où je fais des bénéfices, je réinvestis, je fais des bénéfices, je fais des réinvestis. Là, les gens choisissent d'investir tout de suite pour que ça aille vite. On arrive en 2020, on a des choses finalement qui tombent grâce au Covid finalement, parce que dans les hôpitaux, on manipule beaucoup de linge pollué, on ne sait pas trop si le Covid, si le virus se transmet par le linge, etc. Donc les lingères ne peuvent plus toucher le linge directement en sortie de bloc. Donc, elles mettent dans des grands sacs et elles viennent fermer ce sac avec un lien hydrosoluble en Lactips parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Et nous, on fait un lien hydrosoluble qui peut servir à ça. Et donc, on fait des ventes à ce moment-là pendant le Covid. Et puis, ça nous fait aussi une petite mise en avant, etc. Donc, on continue. Et puis, on arrive en 2021, fin 2021, et là, les chiffres ne sont pas bons. Alors, à chaque fois, vous vous rendez compte, on a rentré 3 millions, après on a rentré 13 millions, c'est-à-dire que les fondateurs ont de moins en moins de parts dans la boîte. Même si on valorise très bien la boîte, on a depuis beaucoup baissé notre participation, et même à 3, on n'a plus de minorité de blocage
sur la boîte, c'est-à-dire qu'on a moins de 30% à nous trois. Et du coup, les conseils d'administration peuvent prendre des décisions sans nous, puisqu'ils ont plus de 2/3 de la boîte. Et malheureusement, c'est ce qu'ils font en décembre de l'année dernière. Ils virent la dirigeante. C'est assez violent, hein, parce que moi qui n'étais pas de ce monde-là, on rentre en réunion, on sort, elle n'est plus dirigeante de l'Actips. C'est-à-dire qu'on lui laisse un peu de temps quand même, le conseil d'administration, parce qu'il faut recruter évidemment quelqu'un d'autre, et puis il faut gérer quand même la boîte pendant... Donc, elle sait qu'elle ne va plus travailler à l'Actips, elle a 6 mois pour faire la transition, et là, ça devient compliqué, parce que vous imaginez, la motivation n'est pas forcément là, elle est quand même actionnaire, donc elle doit gérer son portefeuille pour pas qu'il y ait la boîte dévalue, et puis 6 mois après, on a 6 mois pour choisir quelque chose. Alors moi, j'ai toujours étant un peu... mon rôle dans l'Actips, maintenant, c'est directeur scientifique, en plus d'être fondateur, donc je donne les directions à prendre, je travaille en étroite collaboration avec la R&D, on travaille sur les nouvelles idées, etc. Et je suis toujours membre du conseil d'administration en tant que censeur. De toute façon, mon statut m'interdit d'avoir un droit de vote au conseil d'administration, mais je suis là en tant que conseiller. Les investisseurs ne m'ont pas demandé de partir, au contraire, ils m'ont demandé de rester. C'est un peu compliqué après, quand la personne avec qui vous avez créé a été licenciée. Mais bref, on utilise des chasseurs de tête pour trouver un dirigeant qui est arrivé au 1er juillet l'année dernière, qui est très très bien, qui est quelqu'un qui venait d'un groupe énorme de la plasturgie, etc., qui a une formation très bien. On recrute aussi un directeur des ventes. Et là, on a tout de suite vu qu'il y avait un coup de boost, un coup d'énergie qui mettait que la boîte redémarrait et voilà. On en est là actuellement. L'Actips va plutôt bien. On va sans doute refaire une levée de fonds parce que c'était une promesse qui a été faite aux nouveaux dirigeants en disant on va vous donner les moyens de faire au moins 2 ans pour faire vos preuves et redémarrer. Et cette période commence depuis septembre où on a des nouveaux marchés, des choses comme ça. La législation va dans notre sens sur les plastiques, donc beaucoup de gros groupes nous appellent. Après, il faut qu'on ait les capacités de le faire, il faut que les propriétés du matériau soient en adéquation avec ce qu'ils demandent. Et puis, voilà. Donc, la conclusion de tout ça, je vois que j'ai fait pile mes 30 minutes, sans m'en apercevoir, c'est que je n'étais pas du tout fait pour l'entrepreneuriat. Je ne le suis pas du tout encore, je pense. Et que finalement, pour moi, ça a été vraiment la solution idéale de rencontrer ces gens-là, parce que je ne l'aurais jamais fait tout seul, je pense, et de s'accompagner d'un entrepreneur, ça peut être une solution lorsqu'on démarre, hein. Et notamment, je vois qu'il y a quelques startups sur Saint-Thé et sur Lyon qui se développent sur la techno, sur des technos assez proches. Et maintenant, c'est vrai que tout le monde pense d'abord à s'entourer. Enfin, maintenant, les SAT le font très bien, mais de s'entourer de gens qui connaissent les finances et qui connaissent ce système de levée de fonds, c'est vraiment assez important, en fait. Donc, beaucoup de marketing et beaucoup de finances dans les startups actuelles qui se développent. Alors, je lis la question en même temps. Gérer de telles sommes d'argent et de faire des levées de fonds conséquentes, le fait que les investisseurs aient en tête de pouvoir décider peuvent poser problème à l'avenir. De toute façon, c'est évident qu'au bout d'un moment, ils prennent le contrôle, hein, surtout. Alors nous, on n'est pas forcément les moins bêtes. Quand on a fait rentrer majoritairement la BPI, on prend beaucoup moins de risques qu'un gros groupe industriel étranger, parce que la BPI, c'est la France. C'est aussi une branche dans l'Europe, c'est de l'argent public qui mettent dans une entreprise. Ils en prennent un peu le contrôle. Tout ça, c'est assez rassurant pour tout le monde, en fait. Le fait qu'il y ait BPI au capital d'une entreprise, ça calme beaucoup les gens qui seraient... parce qu'on aurait très bien pu imaginer que BASF nous rachète à un prix très dévalué pour nous sauver, et puis hop, ils se gagnent une entreprise qu'ils mettent dans leur escarcelle, et après, ils ne sont même plus obligés de faire
du plastique biosourcé, biodégradable, mais continuer à faire de la plasturgie traditionnelle. Donc, il y a quand même, c'est des grosses sommes d'argent. Le fait que ça soit BPI change tout par rapport à des grosses sommes d'argent chez des industriels étrangers. Peut-être quelques petites questions, peut-être. Ce qui me marque, pour rebondir sur les différents témoignages, c'est vraiment le fait de se dire que la vie d'entrepreneur, c'est pas toujours tel qu'on savait, et souvent d'ailleurs pas tel qu'on savait imaginer au départ, mais qu'on est visiblement sans cesse en ajustement par rapport à soi, par rapport au contexte, par rapport aux évolutions qui nous entourent. Hein. On est dans un monde qui nécessite de s'adapter constamment, et je trouve que les deux témoignages qu'on a pu avoir illustrent ça. Je pense qu'il faut, comme le disait aussi Julie, il faut aussi penser à soi, la façon dont on le vit, hein, parce qu'on peut vite perdre la tête ou s'enflammer quand ça marche, et puis on peut vite être au fond du trou quand il n'y a rien qui marche, etc. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une famille, notamment 2 enfants qui s'en foutent complètement. Ils me disent non, mais là, tu es un peu mytho, machin, etc. Enfin, ça permet quand même de payer leurs études, mais oui, il faut être. Moi, je dis toujours, il ne faut pas prendre la grosse tête. C'est une aventure comme une autre. Et puis, ma vie n'en dépend pas. C'est surtout ça qui est aussi qui a été prioritaire chez moi. À un moment, on m'a demandé de basculer. Hein, vous savez, on peut laisser tomber la fonction publique pour aller dans le privé. C'était une question que je me suis posée pendant longtemps, mais finalement, il y a quand même la passion qui nous anime. Pourquoi on a fait ce métier d'enseignant, etc., de recherche, qui vous tient quand même et qui vous dit, ouais, bon, tu sais ce qu'on fait, etc. Et je fais toujours mes TP de première année en chimie aux étudiants qui ne sont pas tous intéressés, mais qu'on essaye justement d'intéresser. Être à l'écoute de soi. Tout à fait. Ça rejoint tout à fait ce que disait Julie. Je vous aurais bien pris comme coach à l'époque, au départ. Ça marche. Je vous propose de clore ce webinaire. Je vous remercie tous, intervenants et doctorants, pour vos témoignages, vos questions et vos apports divers et variés. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au plaisir de vous recroiser. Merci beaucoup, Marie. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.